Bonjour à tous. Plusieurs d'entre vous le savent déjà, j'ai pour ambition de publier en vidéo l'intégralité du livre d'Aaron Nimzowitsch, Mon système, un livre essentiel pour qui veut réellement progresser aux échecs. J'avance à mon rythme, mon travail ici est en effet bénévole, et au passage, s'il vous paraît utile, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces et des commentaires, ça fera grandir la chaîne. Nous voici pour la deuxième partie de la vidéo sur l'utilisation de la 7e rangée selon Aaron Nimzowitsch. On en est au chapitre 3 du livre. La 7e rangée est ici du point de vue des blancs, et du point de vue des noirs, il s'agira bien entendu de la seconde rangée. Quand on arrive à introduire sur ces lignes des pièces lourdes, c'est-à-dire les tours et la dame, c'est souvent décisif. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, vous pouvez aller le consulter en cliquant sur le lien en haut à droite. Quant à la playlist intégrale du livre, elle est disponible elle aussi, à travers un deuxième lien que j'affiche à présent. Après avoir abordé les techniques d'attaque liées à la 7e rangée, Nimzowitsch s'intéresse à ce qu'il appelle les 5 spécialités de la 7e rangée. Je vais les détailler ici. Premièrement, une tour placée sur cette ligne, combinée à un pion passé qui est loin du roi adverse, gagne presque à tous les coups, à condition que le roi adverse soit à la bande et que la rangée soit absolue, c'est-à-dire entièrement dégagée. Le gain est très simple ici. Dans cet exemple, il suffit en effet de jouer B7, et il n'y a plus rien à faire contre la manœuvre tour C7, tour C8 qui forcera l'échange des tours et facilitera la promotion. Les noirs peuvent par exemple jouer tour B8, mais sur ce coup, comme sur n'importe quel autre coup, les blancs n'ont qu'à continuer par tour C7, parce qu'après roi G8, il y a tour C8, ici avec échec, ce qui force l'échange des tours et la promotion. Donc les blancs vont gagner facilement. Par contre, si on imagine la même position mais avec le roi en G6 et non en G8, alors les blancs ne peuvent plus progresser. On peut vérifier ça rapidement. Après B7, tour B8, en effet, les blancs peuvent bien essayer de jouer tour C7, mais après roi F6 qui rapproche le roi, on ne peut pas jouer tour C8 pour forcer l'échange des tours, étant donné que le roi n'est plus ici sur la 8e rangée, et donc sur tour C8, les noirs n'auraient qu'à prendre le pion. Ce qui veut dire qu'après roi F6, les blancs ne peuvent plus empêcher les noirs de gagner le pion, tout simplement. On peut imaginer roi G2, roi E6, roi F3, roi D6 force la tour à s'éloigner et maintenant après roi C6, le pion est condamné. Donc c'est nul. Quand on connaît bien ce thème de la 7e rangée absolue, on trouve plus facilement quand on peut ou non rentrer en finale. Aux échecs, c'est comme dans la vie finalement, c'est la connaissance qui nous permet de faire les bons choix. Dans cette position, les noirs menacent de donner un échec et mat de l'escalier en E1. Mais les blancs ont une ressource qui leur permet de transposer dans la finale qu'on a vue précédemment. Ils peuvent en effet jouer dame prend H3 échec, sans avoir peur de perdre la dame, parce qu'après tour H6, d'accord, il y a un clouage, mais la dame peut se sacrifier, parce que cela va permettre l'ouverture complète de la 7e rangée. Et on transpose dans ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que la tour rayonne sur cette ligne, et elle va pouvoir se combiner à l'avancée du pion passé. Maintenant, les blancs n'ont plus qu'à avancer, et la tour va pouvoir accompagner son pion. Les noirs ne peuvent plus rien faire. Ils peuvent bien essayer de mettre la tour derrière le pion B6, puisque vous le savez, c'est toujours derrière le pion qu'il faut placer une tour quand on veut lui courir après. Mais les blancs n'ont qu'à avancer, et au prochain coup, par exemple après H5, ils pourront donner un échec en A8, ce qui va permettre d'accompagner le pion en B8. Si, au lieu de H5, le roi monte sur la 7e rangée, alors il suffit d'avancer le pion, parce que la promotion se fait avec un échec à la découverte, donc les noirs n'ont pas le temps de prendre la dame qui vient d'apparaître sur l'échiquier. L'auteur explique ensuite comment essayer de lutter contre une 7e rangée absolue combinée à un pion passé. Dans cette position, issue de l'analyse d'une partie jouée entre Tarrasch et Lasker en 1918, les blancs sont en échec. L'erreur pour eux serait de répondre roi G1. En effet, après A5, plus rien ne peut empêcher la tour et le pion passé de collaborer. Si la tour vient derrière le pion, ça ne sert à rien puisque le roi noir n'aura qu'à décimer les pions un par un. Et après A5, si les blancs prennent en G7, ce qui semble logique, alors il n'y a qu'à pousser le pion, parce qu'après tour G6 par exemple, A3, tour prend F6 et tour B2, il n'y a plus rien à faire contre A2 suivi de tour B1, qui se fera éventuellement avec échec et qui dans tous les cas forcera l'échange des tours et la promotion. Dans la position initiale, sur tour A2 échec, la meilleure défense, c'est roi E1. Ça complique un petit peu la tâche des noirs, même si ça n'est pas suffisant si on se fie au module. Mais humainement, c'est une défense qui peut marcher.
En effet, si les noirs avancent, alors le roi va arriver à temps pour contrôler la case de promotion. Les noirs ne peuvent plus faire dame aussi facilement que tout à l'heure. Alors l'auteur indique que la position est nulle ici, mais il se trompe, c'est plus compliqué que ça, parce que sur tour H2, G4, qui défend le pion, il y a F5, qui continue à leur donner de sérieuses chances de gain. Je ne vais pas m'appesantir sur cette continuation, car l'auteur n'en parle pas, mais retenez surtout que pour le camp qui défend contre le pion passé, si on arrive à rapprocher le roi de la case de promotion, on peut résister avec succès. Penchons-nous maintenant sur la deuxième spécialité de la 7e rangée. Elle est très facile à comprendre. Quand deux tours sont connectées sur la 7e rangée, elles peuvent souvent donner un échec perpétuel, c'est-à-dire une succession d'échecs qui ne peut pas être empêchée. Dans cette position, les noirs menacent un échec et mat en H1. Donc, il va falloir donner échec avec une des deux tours. Mais laquelle? Il s'agit de ne pas se tromper, parce que si on joue tour D, E7 échec, on va permettre au roi noir de se réfugier à l'aile dame, et ce qui va se passer, c'est que la tour ne pourra plus venir donner échec en B7 parce que le fou contrôlera cette case. Par conséquent, dans la position initiale, c'est bien avec l'autre tour qu'il faut donner la série d'échecs. Tour F7 échec, roi F8, tour F7 échec, et les noirs ne peuvent plus parer les échecs qui vont arriver, à condition de laisser la tour D bien en place. C'est l'autre tour qui va donner les échecs. La troisième spécialité de la 7e rangée est très amusante. Il s'agit de la batterie de nul cavalier-tour. C'est ainsi que Nimzowitsch appelle la technique que je vais vous montrer. Dans cette position, les blancs semblent bien mal engagés car les trois pions noirs sont sur le point d'aller à promotion. Mais un coup, un seul, leur permet de sauver la partie. Je vais vous laisser chercher d'ailleurs, si vous voulez. On serait ici tenté de donner des échecs. Il y en a plusieurs. Bon, tout d'abord, tour B8 peut être écarté parce que ça permettrait au roi noir de sortir de la 8e rangée et de venir tout simplement chasser la tour, et les blancs finiront par ne plus avoir d'échecs. On pourrait aussi donner échec avec le cavalier, mais en D7, le cavalier masquerait la 7e rangée, ce qui permettrait au roi de monter tout simplement, et là encore, il viendra chasser la tour, et rapidement les blancs n'auront plus d'échecs. Donner échec en H7 avec le cavalier semble un peu meilleur, mais si le roi part du côté de l'aile dame, on va vite être à court d'échecs. Cavalier F6 échec, roi D8, tour D7 échec, et maintenant après roi C8, il n'y a plus d'échec valable, les noirs vont aller à dame. Dans la position initiale, la clé, c'est de jouer un coup tranquille, plein de sang-froid, qui est tour D7. On prive le roi de la case D8, comme ça, il ne pourra pas se réfugier à l'aile dame. Et c'est le cavalier qui va pouvoir donner une succession d'échecs. On peut bien imaginer ici D1 dame, mais c'est là que le cavalier vient faire échec en H7, parce que sur roi E8, il peut revenir, redonner un échec et défendre la tour en même temps. Ce qui veut dire que le roi ne peut plus passer par la case E8 sans que ce soit nul. Que se passe-t-il si le roi va de l'autre côté? Après roi F8, cavalier H7 échec, imaginons ce qui se passerait sur roi G8. Et bien ici, si le cavalier revient en F6, le roi est obligé de revenir en F8, ce qui va revenir à répéter les coups. Parce que s'il vient dans le coin, c'est bien pire étant donné que maintenant il y a mat. Les blancs peuvent en effet jouer tour H7. Et on arrive à un schéma de mat que vous connaissez peut-être, qui est le mat des Arabes. Cette jolie technique de nul s'est déjà retrouvée plusieurs fois dans des parties, donc ça sera l'objet d'exercices que je publierai plus tard. Nimzowitsch apporte ensuite une petite variation à la position de départ de son problème en ajoutant une tour en C8. Tout est différent maintenant. En effet, si on joue tour D7 comme dans le problème précédent, les noirs n'ont qu'à répondre tour C6, et après cavalier H7 échec, roi E8, le cavalier ne peut plus revenir en F6 sans se faire capturer. Les noirs vont donc gagner facilement, puisque les blancs n'ont plus d'échec valable, et les pions vont aller à promotion. Dans la position de départ, ici, c'est bien cavalier H7 échec qui assure aux blancs la nulle. En effet, si le roi essaye de se rendre du côté de l'aile dame, il va se retrouver bloqué à cause de sa tour qui est en C8. Par conséquent, ici, cavalier F6 échec force les noirs à revenir en F8. Ce qui va mener à la répétition de coups. Parce que si le roi ici vient en D8, vous l'aurez compris, étant donné que la case C8 n'est plus accessible, les blancs peuvent venir en D7 avec leur tour, et ça fait échec et mat. Après cavalier H7 échec, le roi peut bien aller en G8, mais cavalier F6 échec va le forcer à revenir en F8, étant donné que s'il va dans le coin, on l'a dit, il y a mat en H7 de nouveau.
L'auteur aborde ensuite rapidement la quatrième spécialité de la septième rangée. Quand deux tours sont connectées sur cette ligne, elles peuvent refouler le roi adverse et l'attirer sur une case où il va être victime, par exemple, d'une attaque double. C'est le cas ici, puisqu'après tour H7 échec, roi G8, tour AG7 échec, le roi doit venir en F8 où il va être victime d'une attaque double par tour F7 échec, suivi de tour prend F1. Et les blancs restent avec 3 pions de plus. Nimzowitsch termine son chapitre par la dernière spécialité qui est fondamentale. Il s'agit du contournement et de l'enfilade, qui sont rendus possibles souvent quand deux tours sont connectés sur la septième rangée. Ici, le roi et la dame sont alignés, mais pour le moment, il est impossible d'exploiter cet alignement parce que le roi noir est dans le coin. Mais justement, le fait que les deux tours soient connectés va permettre aux blancs de forcer le roi à quitter le coin pour créer un contournement et une enfilade qui va gagner la dame. C'est assez simple ici, puisqu'il suffit de jouer tour H7 échec, et après roi G8, d'amener l'autre tour, ce qui va forcer le roi à quitter la surveillance du coin. Donc tour H8, ici, va gagner la dame. Le contournement a permis une enfilade grâce à l'alignement entre les deux pièces noires. Ça, c'est vraiment une technique de base à connaître, car elle permet souvent de conclure l'attaque quand on a investi la septième rangée. Avant d'augmenter la difficulté de ces exemples, il reprend cette position schématique et explique les enjeux qu'elle cache. Ici, les tours sont bien postées pour réaliser un contournement, mais le roi noir est prêt à la riposte car il est au contact de la tour G7. Donc si la tour H7 vient en H8 donner échec et qu'il n'y a rien derrière le roi noir, il n'y a qu'à prendre en G7 pour les noirs. Ça, c'est une règle de base, quand on essaie de défendre dans une position comme ça. Le roi qui est en passe d'être contourné doit toujours essayer de maintenir le contact avec la tour qui est en G7. Ou alors, évidemment, il doit essayer de regagner le coin dès que possible, parce que dans le coin, il ne pourra par définition plus être contourné. À partir de cette position, les blancs peuvent envisager 3 manœuvres différentes pour forcer le contournement, c'est-à-dire pour forcer le roi à quitter la case F8. Soit le contournement est directement possible grâce à l'exemple qu'on a vu précédemment, parce qu'il y a la dame qui est derrière le roi, dans ce cas-là, tour H8 échec, sacrifie la tour G7, mais c'est pour gagner une pièce qui vaut plus, donc ça vaut le coup. On arrive à un gain matériel. Deuxièmement, on peut avoir une combinaison de maths si on arrive à rompre le contact entre le roi noir et la tour G7, c'est-à-dire que si on force le roi à venir en E8 avec une troisième pièce, on pourra dans la foulée jouer tour H8 mat. Et enfin, dans cette position, les blancs peuvent créer une combinaison avec gain de temps, parce que si on enlève la tour G7 et qu'on la met à l'autre bout, par exemple, de la septième rangée, on menace tour H8 mat, donc on gagne un temps. Cela peut permettre de réaliser plusieurs menaces, et vous allez voir, le chapitre se termine par un exemple très amusant. L'auteur donne ici 2 exemples concrets pour bien montrer comment on peut forcer le mat par contournement. On pourrait ici gagner la dame, mais elle est protégée par la tour noire, donc après tour H8 échec, on perdrait d'abord la tour G7, et ensuite, après tour prend 8, notre tour serait reprise, autrement dit, on aurait juste donné nos 2 tours contre la dame, et cette position sera impossible à gagner. Par contre, dans la position initiale, on remarque une chose. Certes, notre tour ne peut pas encore venir donner échec en H8, parce que la tour G7 serait en prise, mais on peut forcer le roi à s'éloigner d'abord de la tour G7 grâce au fou de case noire. Donc fou B4 échec mène au mat rapidement. Roi E8 est en effet forcé, et maintenant que la connexion est rompue entre le roi et la tour G7, on peut mater soit par tour G8, soit par tour H8. Comme toujours, le chapitre se termine sur des exemples plus compliqués. Dans cette position, les premiers coups sont faciles à trouver pour les blancs, mais c'est après que ça se corse. On peut commencer à forcer le roi à s'éloigner du coin en jouant tour G7 échec. S'il vient en F8, il suffit de jouer tour H7, on menace mat en H8, donc le roi est obligé de revenir. Les noirs n'ont aucun échec de consolation. Et là, tour C, G7 échec va forcer le roi à revenir en F8, et on a réussi à l'éloigner définitivement du coin. On obtient le même résultat après tour G7 échec si le roi vient en H8. Il ne peut pas rester ici bien longtemps, puisqu'après tour H7 échec, il est obligé de venir en G8, et après tour C, G7 échec, en F8. Mais maintenant, comment on fait? Là, il faut se poser 2 questions. Premièrement, est-ce qu'une autre pièce que nos tours peut venir donner un échec au roi? En effet, si c'était possible, le roi serait obligé de venir en E8, il serait du coup coupé de la surveillance de la tour G7,
ce qui veut dire que l'une des deux tours pourrait aisément venir mater sur la 8e rangée. La deuxième question, si on ne peut pas réussir ce premier objectif, ça va être la suivante. Est-ce qu'on peut protéger la tour G7 avec une autre pièce que la tour H7? Parce que si on arrive à amener un protecteur supplémentaire à la tour G7, la tour H7 sera libre de venir mater en H8. Si on a ces deux questions en tête, peut-être qu'on trouve la solution. Donc je vais vous laisser chercher comment on fait avec les blancs pour forcer le gain. Vous l'aurez compris, si on veut gagner, il faut faire intervenir une troisième pièce. Ça tombe bien, on a un cavalier et on a un pion en F5. Vous allez me dire que le pion est bloqué, mais ça ne va peut-être pas durer. Le coup clé ici, c'est cavalier G5. On menace de donner un échec en E6, ce qui refoulerait le roi de la surveillance de la tour G7 et conduirait par conséquent au mat en H8. Les noirs ici ont deux solutions. La première, c'est la prise du cavalier. Ça semble naturel, mais ça permet subitement au pion F d'avancer. Les blancs ont réussi à protéger la tour G7 avec une autre pièce. Tour H8 ne peut plus être empêché, ce qui va conduire au mat rapidement. On peut bien essayer D4 ici, mais après tour H8 échec, fou G8, il suffit de mater avec la tour H. Donc sur cavalier G5, le cavalier ne peut pas être pris. Alors comment on fait pour parer la menace cavalier E6 échec? Il y a bien un coup, c'est D4, qui a l'air d'offrir plus de résistance parce que le fou, subitement, contrôle la case E6. Mais cette option permet d'illustrer un autre motif qu'il faut connaître, après cavalier E6 échec, parce que sur fou prend E6, F prend E6, maintenant c'est le pion E qui va permettre aux blancs de gagner. Les noirs ne peuvent plus l'empêcher d'avancer. On peut bien imaginer par exemple D3, mais maintenant il y a E7 échec, et après roi E8, le pion est protégé deux fois, ce qui veut dire qu'une des deux tours peut donner un échec qui va forcer le roi à venir en D7 où il va être victime d'un échec double redoutable avec promotion. E8, dame, échec double, puisque la tour H7 donne un échec en même temps que la dame. Donc les noirs n'ont pas le temps de prendre la dame qui vient d'arriver. Les blancs sont complètement gagnants. Si les noirs essayent d'empêcher le pion d'aller à promotion en jouant tour E8, ils privent le roi d'une case de fuite, ce qui veut dire que E7 échec va les forcer à sacrifier la tour contre le pion. Le dernier exemple du chapitre est très célèbre et il a été repris dans de nombreux livres et d'innombrables vidéos. Il illustre le thème de la combinaison, c'est-à-dire de la menace de mat avec gain de temps. Dans cette position, les blancs semblent obligés de faire nul, en répétant les coups par tour H7 échec, suivi de tour G7 échec, etc. En effet, le pion noir en A2 a l'air très menaçant. Mais il y a beaucoup mieux à faire. Tout d'abord, on force le roi à se mettre dans une position où il pourrait être contourné. Donc on l'éloigne du coin par tour H7 échec, roi G8, tour F G7 échec, roi F8, et on arrive à la position clé que vous connaissez bien désormais. Et maintenant? Eh bien, en fait, si on enlève la tour G7 et qu'on prend le pion D7, les noirs n'ont pas le temps de faire une dame parce qu'on menace de mater en H8. Le roi noir doit donc revenir au contact de la case H8. Et maintenant, il n'y a plus qu'à répéter la manœuvre en commençant par tour D G7 pour forcer le roi à s'éloigner du coin, et après roi F8, c'est le pion C7 qui tombe, on renouvelle la menace de mat en H8, le roi doit donc revenir de nouveau, et après tour G7 échec, roi F8, on reproduit la manœuvre, et donc la tour va faire comme un élastique, et à chaque fois prendre une pièce supplémentaire. Quand elle prendra le cavalier, elle empêchera en même temps le pion d'aller à dame. On menace toujours de faire mat, donc tour prend A7 est forcé, et maintenant, tour prend A7 gagne facilement puisque le pion ne va nulle part. Pour être tout à fait complet, notons qu'après tour prend D7, les noirs pourraient aussi être tentés de jouer roi E8. Comme ça, en venant au contact de la tour D7, on empêche le mat en H8. Mais ça ne va pas bien loin puisqu'après tour prend C7, le roi est obligé de continuer à courir après la tour, sinon il y a tour H8 mat. Après tour prend B7, c'est pareil, roi C8 est forcé, et maintenant il suffit de reculer la tour en G7 pour menacer un mat de l'escalier. Les noirs sont obligés de jouer cavalier C6 pour pouvoir interposer le cavalier après l'échec de la tour, et maintenant il suffit de créer une enfilade en sacrifiant d'abord la tour en D8, parce qu'après roi prend D8 qui est forcé, tour H8 échec va récupérer la tour A8 et empêcher le pion d'aller à dame. Après roi D7 par exemple, tour prend A8, gagne facilement.
Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Le prochain chapitre sera consacré au pion passé. Le lien s'affichera en haut à droite quand la vidéo sera publiée. À bientôt pour de nouveaux épisodes.